60% des joueurs NBA sont ruinés dans les 5 années qui suivent leur carrière. Depuis qu'elle est sortie dans un communiqué du syndicat des joueurs en 2008, cette phrase a beaucoup marqué. 16 ans plus tard, difficile de dire si les choses ont beaucoup changé sans statistiques officielles. Parmi ces joueurs qui ont fait banqueroute, il y a même eu pas mal de stars. Des joueurs qui, malgré des revenus conséquents en carrière, n'ont pas réussi, de par leur mauvaise gestion, mais aussi en raison de leur éducation, leur entourage et l'environnement dans lequel ils arrivent, à éviter la faillite financière. Vous êtes peut-être tombé récemment sur cet extrait du podcast de Lou Williams, où le triple 6e homme de l'année énumère les raisons pour lesquelles, selon lui, les joueurs NBA peuvent facilement basculer dans le négatif et couler financièrement au moment où l'échec cesse d'arriver. Admettons que tu gagnes 5 millions. Il y en a déjà 2,5 qui partent directement aux impôts. Ensuite, tu as les frais d'agent, probablement 50 000 $. Ce que tu dois au syndicat des joueurs, l'argent que les joueurs mettent dans un pot commun, ça doit être entre 15 000 et 20 000 $ par an, je crois. Puis ton staff perso, ton conseiller financier, c'est probablement 1%. Pour les agents, tu peux négocier entre 1 et 4%. Donc avant de faire quoi que ce soit, il te reste déjà plus que 1,5 million. Et t'as aussi les villas, les petites amies, les sacs Chanel. Avant même de te rendre compte de quoi que ce soit, tu n'es déjà plus millionnaire. Williams, dont les salaires cumulés en carrière sont d'un peu plus de 85 millions $ en 17 ans, raconte aussi s'être fait rappeler gentiment à l'ordre par son conseiller financier quand il a un jour décidé d'acheter une Ferrari et une Lamborghini durant la même semaine. Mais tout le monde n'a pas eu la sagesse de bien s'entourer ou d'écouter les conseils qu'on a pu leur donner. Et nous, le meilleur conseil que l'on peut vous donner, c'est de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force. Alors revenons à nos joueurs qui ont fait banqueroute. Le premier exemple, c'est Allen Iverson, qui a pourtant cumulé 200 millions de $ de revenus en carrière, entre ses différents salaires NBA et ses contrats de sponsoring. Cet argent, le MVP 2001 l'a en partie dilapidé par un train de vie un tantinet irresponsable. Quelques petits exemples en vrac. Matt Barnes a déclaré qu'Iverson pouvait dépenser jusqu'à 40 000 $ en une soirée lorsqu'il se rendait au strip club, c'est-à-dire assez régulièrement. Iverson, c'est aussi le mec qui balance aux policiers qu'ils peuvent saisir sa voiture, car de toute façon, il en a 10 autres comme ça, au garage, lors d'un contrôle routier en 2011. La voiture en question, une Lamborghini Murcielago. Il est aussi le gars qui donne sa Bentley à son coéquipier Larry Hughes juste parce que ce dernier venait de lui dire que ça le faisait rêver. Ah, et il paraît également qu'il gardait toujours des sacs poubelles remplis de cash chez lui, peut-être pour lâcher quelques billets à son entourage, composé d'une 50aine de personnes selon les rumeurs. Autre rumeur, il aurait un jour abandonné une de ses voitures de luxe dans un parking d'aéroport car il ne la trouvait plus et qu'il a pris un taxi pour aller en acheter une autre directement avant de rentrer chez lui. 2 ans après son dernier match NBA, un juge de Géorgie avait ordonné la saisie de plus de 850 000 $ directement sur son compte bancaire en faveur d'un joaillier local suite à un impayé de l'ancien 76er remontant à 2010 et dont le montant initial était de 375 000 $. Un an plus tard, durant son divorce, c'est un juge d'Atlanta qui le décrit comme un père qui ne sait pas et qui ne veut pas s'occuper de ses 5 enfants. Il aurait aussi dit à son ex-femme Tawana avant le divorce qu'il n'avait pas assez d'argent pour ne serait-ce que s'acheter un cheeseburger en 2012. Addict à l'alcool, aux jeux d'argent et au shopping, il a tout de même réussi à garder la tête hors de l'eau grâce à son contrat avec Reebok qui lui verse 800 000 $ par an plus 1 million de $ annuels de dividendes provenant d'un trust fund à son nom. Celui-ci, d'une valeur de 32 millions de $, lui sera versé en intégralité à ses 55 ans, soit dans un peu plus de 6 ans. Nommé vice-président de la branche basket de la marque, il gagne aussi de l'argent grâce à son investissement dans un business de cannabis légal outre-Atlantique en 2021, en partenariat avec l'autre ex-NBAer, Al Harrington. Vin Baker, à lui, on vous en a déjà parlé dans une vidéo qui traitait des reconversions insolites des joueurs, passait 13 ans en NBA jusqu'en 2006, mais a rapidement fait banqueroute une fois que les chèques ne tombaient plus. C'était dur pour celui qui avait cumulé près de 100 millions de $ en salaire tout au long de sa carrière. Pris pendant des années dans le tourbillon de l'alcool et de la dépression, il a finalement réussi à remonter la pente en passant par la case centre de désintoxication en 2011. Une fois clean, il a passé beaucoup de temps à l'église, sur les terrains, en tant qu'assistant coach dans un lycée et derrière le comptoir d'un Starbucks du Connecticut, à servir des cafés. Il est ensuite passé manager en 2015 avant de se faire embaucher comme commentateur par les Bucks. Ces mêmes Bucks qui l'ont ensuite embauché en tant qu'assistant coach en 2019 et avec qui il a remporté le titre NBA en 2021. La boucle est donc finalement bouclée pour le quadruple All-Star de 52 ans qui bosse aussi dans la prévention. Ancien coéquipier de Vin Baker à Boston, Antoine Walker, qui a lui aussi tout perdu après 13 ans de carrière et 108 millions de $ gagnés en tant que joueur NBA. Dette de jeu, mauvais investissement, dépenses sans compter, Walker s'est retrouvé ruiné dès 2010, soit seulement 2 ans après son départ en retraite. Néanmoins, il a réussi à sortir la tête de l'eau à peu près aussi vite et aussi fou que ça puisse paraître, il est aujourd'hui conseiller financier. Enfin, pas tout à fait. En fait, il est consultant pour EduCore, une société d'éducation financière qui se concentre sur l'enseignement aux athlètes de la gestion de leur argent. Latrell Sprewell, l'ancien showman des Warriors puis des Knicks qui a terminé sa carrière à Minnesota, avait lui cumulé 97 millions de $ de gains en carrière. On le connaît aussi en tant que mec qui a refusé une prolongation de contrat de 3 ans et 21 millions de $ aux Wolves car il avait, je cite, une famille à nourrir. Et puis bien sûr, comme celui qui a été suspendu 1 an après avoir étranglé et frappé son coach PJ Carlesimo en 1997. Bon, déjà le gars était un peu instable, puis parti en retraite en 2005, il a été accusé de tentative d'étranglement sur une jeune fille avec qui il avait eu un rapport sur son yacht l'année suivante, puis a été poursuivi pour 200 millions de $ par son ex-campagne qui réclamait un soutien financier pour payer les études des 4 enfants du couple. À l'été 2007, son yacht à 1,5 million de $ a été saisi par les autorités fédérales. Non seulement le bateau n'était pas assuré
assuré, mais Sprewell n'en avait encore payé que 200 000 $. Le yacht a été vendu aux enchères et 3 mois plus tard, c'est sa maison située dans la banlieue de Milwaukee qui a été saisie. En 2011, il devait encore 3,5 millions de $ aux impôts et en 2013, il a été arrêté pour s'être mal comporté avec des policiers alors que ces derniers venaient de recevoir de nombreuses plaintes concernant sa musique trop forte. Aujourd'hui, on peut l'apercevoir régulièrement au bord du parquet du Madison Square Garden. Sur sa bio Instagram, il se décrit lui-même comme une personnalité médiatique du Madison Square Garden, travaillant dans les relations communautaires avec les Knicks. En 2021, il avait lancé un GoFundMe en espérant récolter 35 000 $ pour payer le traitement de sa petite fille atteinte d'une leucémie. La cagnotte en ligne a néanmoins rapidement été supprimée. Autre personnage fantasque et ancien showman, Shawn Kemp, 91 millions de $ de contrat en 14 ans de carrière. Pour lui, ça n'a pas été la banqueroute totale, mais le total a bien baissé. Alors qu'on lui connaissait déjà des problèmes d'alcool dans sa période de joueur à la fin des années 90, il a été arrêté en possession de cocaïne, de marijuana et d'une arme à feu en compagnie d'un autre homme en 2005. Et puis en 2023, il a fait la une des journaux suite à son implication dans une fusillade au volant. Entre-temps, il a vendu sa villa de Seattle, ouvert puis fermé un bar et en 2020 inauguré une boutique de cannabis thérapeutique toujours présente à Seattle 4 ans plus tard. Père de 7 enfants de 6 femmes différentes, sa fortune est actuellement estimée à 5 millions de $. Numéro 1 de la draft 1990, All-Star en 1994, Derrick Coleman a lui aussi bien flambé ses 91 millions de $ de gains NBA. À la fin de sa carrière, en 2005, il a décidé d'investir dans l'économie locale, qu'il voulait contribuer à rebooster, à Détroit. Mais 5 ans plus tard, il s'est retrouvé avec pas moins de 5 millions de $ de dettes, dont 50 000 $ qu'il devait à Dave Bing, son mentor et maire de Détroit à l'époque. En 2010, ses actifs étaient estimés à 1 million de $, dont une Bentley, 5 manteaux de fourrure et pour 3 000 $ de bijoux. Toujours dans le Michigan à ce jour, il continue à s'investir dans la communauté et l'immobilier. Il a aussi créé et gère une ligue d'été nommée DC Elite à Détroit. Next sur la liste, Larry Johnson, père de 5 enfants de 4 femmes différentes, il a déposé officiellement le bilan devant un tribunal californien en 2015. Le double All-Star à la carrière ternie par des soucis au dos devait d'énormes sommes en pension alimentaire non payées, dont 890 000 $ à l'une des mères de ses enfants. Alors qu'il avait amassé 84 millions de $ avec ses différents contrats NBA, il a dû se résoudre à régler sa dette en lui proposant sa maison californienne, qu'elle a acceptée. Glenn Rice, 68 millions de $ cumulés en carrière, mais de mauvaises décisions business, s'est lui aussi retrouvé à avoir du mal à régler sa pension alimentaire dont il a dû faire baisser le montant mensuel par un juge, qu'il a fait passer de 1 500 $ par mois à 600 $ par mois. L'ancien scoreur aux 3 sélections All-Star de 56 ans s'en sortait alors en signant des autographes sur différents objets de collection et en organisant des sessions basket privées avec lui. Depuis, il est devenu ambassadeur et scout pour le Miami Heat et sa fortune est actuellement estimée à environ 20 millions de $. C'est en 2014 que Dennis Rodman, 27 millions de $ de gains en carrière, a lui officiellement fait faillite. Bien sûr, son train de vie foufou en est en grande partie à l'origine, évidemment, mais il avait aussi été victime d'une escroquerie de la part d'une soi-disant conseillère financière, depuis condamnée. Il y a aussi eu le cas Darius Miles, à sec après avoir gagné 62 millions de $ en NBA. L'ancien ailier des Clippers puis des Cavs a perdu d'importantes sommes d'argent dans des investissements notamment immobiliers. Obligé de vendre différents objets aux enchères pour récupérer de l'argent en 2016, dont un maillot de LeBron James signé pour 1 500 $ et un fusil Ruger AR-556 d'une valeur de 900 $, il a ensuite déménagé en Floride pour vivre près de son pote et ancien coéquipier Quentin Richardson, avec qui il co-anime désormais un podcast à succès produit par The Players Tribune. En 2016, on apprenait que Christian Laettner, la faute encore une fois à une succession d'échecs dans ses divers investissements, devait 14 millions de $ à 5 différents créanciers en Caroline du Nord. En carrière, le champion olympique 1992 a cumulé 61 millions de $ de salaire. Il a également été poursuivi par un certain Scottie Pippen suite à un investissement jamais remboursé pour intégrer un groupe de rachat des Grizzlies, finalement tombé à l'eau. Dans cette histoire, Pippen a finalement pu récupérer 2,5 millions de $. On aurait aussi pu parler de Cliff Robinson, 59 millions de $ de salaire cumulé en carrière, Joe Smith, 61 millions et Kenny Anderson, 63 millions. Ce dernier, reconverti en coach universitaire, expliquait à Forbes en 2015 qu'il pensait que l'argent continuerait de tomber et qu'il n'avait pas su dire non. Il avait aussi 7 pensions alimentaires à payer pour des enfants nés de 4 mères différentes. Depuis longtemps, la NBA tente d'éduquer au mieux ses joueurs sur le plan financier, notamment avec le fameux Rookie Transition Programme qui dure 4 jours après la draft. En 2019, Tracy McGrady, 163 millions de gains en carrière rien qu'en salaire, lançait lui son propre programme gratuit de conseils financiers destiné aux jeunes joueurs, en partenariat avec l'investisseur A Sportman. J'ai eu tellement de gars qui sont venus me voir pour que je leur prête de l'argent ou pour me vendre des bagues de champion ou des trucs du genre. J'ai réussi à maintenir un niveau de vie élevé, même 6-7 ans après ma retraite. C'est ça que je vais raconter à ces gars. Je n'ai pas eu à changer ma façon de vivre. Je vis de la même manière que lorsque je gagnais 20-30 millions par an. Aux autres jeunes joueurs NBA de suivre cet exemple maintenant. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.